Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, nous reviendrons évidemment sur les événements du week-end et quel week-end avec évidemment un sauvetage bancaire historique avec le rachat de Crédit Suisse par l'UBS en Suisse au terme de plusieurs dizaines d'heures de tractation ces derniers jours. Je rappelle les termes du contrat entre UBS, Crédit Suisse, les autorités bancaires suisses et le gouvernement suisse. Crédit Suisse va être racheté donc avec une offre d'une action UBS pour 22,48 actions Crédit Suisse, ce qui donnait une valeur du deal autour de 3 milliards de francs suisses à hier soir, mais on voit quand même les actions d'UBS et de Crédit Suisse qui sont en train de baisser à nouveau ce matin. UBS, pour reprendre la franchise Crédit Suisse, bénéficiera de 9 milliards de francs suisses de garantie publique contre les pertes éventuelles sur certains actifs qui ont été repris. UBS bénéficiera également de l'effacement de 16 milliards de francs suisses de dettes hybrides subordonnées. Une situation qui crée d'ailleurs un précédent un peu déroutant pour les porteurs obligataires, quand bien même ces obligations sont particulièrement risquées, qui se retrouvent moins bien traités que les actionnaires, puisque les actionnaires de Crédit Suisse recevront pour 22,48 actions Crédit Suisse une action UBS. On voit ainsi un marché clé pour le financement des banques en Europe, le marché des obligations hybrides subordonnées, qui est sous forte pression aujourd'hui. Et puis UBS bénéficiera évidemment d'une facilité de liquidité à bon compte jusqu'à 100 milliards de francs suisses qui sera apportée par la Banque nationale suisse. Du côté des banques centrales, place à l'action évidemment avec les réunions programmées cette semaine. La Fed, la Banque d'Angleterre ou encore la Banque nationale suisse se réuniront notamment pour des décisions de politique monétaire, mais l'urgence est évidemment celle de la liquidité face au risque de stabilité financière. Ainsi, on a vu 5 grandes banques centrales autour de la Réserve fédérale américaine annoncer une coordination pour apporter une liquidité en dollars sur la base quotidienne et non plus hebdomadaire. Autour de la Fed, on retrouve bien sûr les banques centrales majeures que sont la BCE, la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon et la Banque nationale suisse. Dans ce contexte, beaucoup de volatilité sur les marchés, en tout cas une volatilité bien plus élevée par rapport à celle qu'on connaissait il y a 15 jours maintenant. Et à ce stade, des marchés européens qui encaissent les nouvelles du week-end avec des actions bancaires sous pression, mais une pression qui reste relativement limitée pour la partie equity, pour la partie action, et des indices en Europe qui sont en train de se retourner à la hausse après une ouverture en baisse. On gagne d'ailleurs 1% à mi-séance sur le CAC 40 qui est proche à nouveau des 7000 points. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. J'ai oublié de le préciser, mais comme chaque lundi, c'est le plan de trading de Smart Bourse, les enjeux techniques de marché pour ce début de semaine. Alexandre Baradez est à nos côtés en plateau, chef analyste chez IG. Bonjour et bienvenue Alexandre. Bonjour. Quel week-end. L'heure est donc à un état des lieux du niveau de stress peut-être des investisseurs, si on commence ce plan de trading avec l'idée de la volatilité, du regain de volatilité qu'on a déjà observé ces derniers jours. Oui, alors on va voir effectivement les niveaux de stress. On est sur des niveaux qui sont autour de 27-28 de volatilité sur les marchés européens, c'est à peu près la même chose sur les marchés américains. Alors, l'idée n'est pas de dire à 27, le plus dur est derrière nous et tout a été vu, c'est plutôt, et ce qu'on va voir sur le graphique, de voir la rythmique de la volatilité. Pour moi, ce qu'on voit actuellement sur les banques, c'est des effets secondaires, des effets collatéraux du retour à la normale post-Covid en fait. On avait des phases d'expansion monétaire absolument gigantesques au niveau du Covid. On voit que les banques centrales normalisent la politique monétaire depuis l'année dernière. On voit d'ailleurs, on verra sur l'écran quelques instants que la on va mettre le graphique. On verra que la volatilité en 2022 était repartie aussi sur différents thèmes. Ça avait commencé en début 2022 avec les banques centrales, puis l'invasion de l'Ukraine, puis la Chine. Mais l'idée, c'est de
parler de réplique. C'est pas de dire, moi en tout cas je ne vois pas comme ça. Dans le rythme, c'est une des conséquences qu'on a actuellement sur les banques et qui met en exergue les faiblesses de certaines valeurs bancaires, c'est une des conséquences de la normalisation monétaire. En gros, si on n'est pas remonté les taux aussi vite en Europe et aux États-Unis, Crédit Suisse serait toujours là, et dans une situation certes faible, mais serait toujours là, et les banques régionales américaines auraient probablement pas commencé à dégoupiller comme c'était le cas il y a plusieurs jours. Il y a un effet de catalyste. Voilà, il y a un effet d'accélérateur et du coup qui va aussi pousser les banques centrales dans l'autre sens. C'est pas forcément un vecteur de soutien tout de suite, mais on aura peut-être des débuts de réponse, et je pense dès mercredi de la part de la Fed. Le rythme de durcissement monétaire va forcément être adapté à cette situation, mais avec deux combats qui seront menés. Il ne faut pas penser qu'on va renier le combat contre l'inflation. Il y a un combat à mener, et Christine Lagarde était assez claire là-dessus la semaine dernière. Combat à mener contre l'inflation, et à côté de ça, on est en capacité de gérer des conséquences qui étaient, je ne dis pas annoncées, mais on savait qu'il y aurait des effets collatéraux, des effets de dommages liés à cette politique monétaire. Les banquiers centraux voulaient que ça arrive le plus tard possible. Ça arrive maintenant, et ils vont composer avec. Ça, c'est l'idée que les banques centrales vont chercher à dissocier la lutte contre l'inflation, donc la politique monétaire, la politique de taux, la politique de QT, de resserrement du bilan, et la question de la stabilité financière à travers des mesures de liquidité. Ce schéma-là, il fonctionne tant qu'on est encore dans un seul problème de liquidité bancaire et qu'on ne bascule pas dans un credit crunch généralisé ou délétère qui serait vu comme un choc déflationniste sur le plan macro. Oui, mais on n'est pas encore dans cette situation et donc les banques centrales peuvent encore se permettre de piloter les deux objectifs en même temps. Oui, on a l'impression que la phase de taux, la Fed, elle a quasiment piloté, on est presque au taux terminal. Je pense même qu'il y a une probabilité assez élevée qu'on soit au taux terminal, ou que si nous n'étions pas encore une fois, le taux, on l'a tout à l'heure quand on parle du Nasdaq, mais le taux 2 ans, c'est pas tout de suite, mais le taux 2 ans américain, il a fait son parcours. Il est monté à 5,10 avant de rechuter à 3,6. Voilà, on sait qu'il monte toujours avant le taux terminal de la Fed, donc on ne va pas passer de 3,6 à nouveau à 5,10, 5,20 dans le contexte actuel. Donc ça signifie qu'on est, si on était à 4,62 milieu de fourchette de taux, c'est qu'au pire, on ira à 5, ça va être encore 50 points de base. Au pire, c'est plus les 75 points ou 100 points. Et peut-être même 25 points dans le scénario médian. Et scénario optimiste, on est déjà au taux terminal. Donc ça va compter beaucoup pour les actifs à risque. Et du coup, oui, on peut se concentrer sur la Fed peut se concentrer sur l'aspect liquidité. C'est ce qu'elle a fait dans son bilan. Le 300 milliards de plus qu'on a eu sur le bilan, c'était pour ouvrir une fenêtre de guichet aux banques qui en auraient besoin. On a vu que les banques sont bien servies, plus de 150 milliards côté ponctionné là-dedans. Donc on peut parvenir à gérer deux situations parallèles. Et moi, c'est le pari qu'on ne dégénère pas sur un 2008 bis. Voilà. L'exemple récent de la Banque d'Angleterre, qui a pu gérer la crise des fonds de pension britanniques, qui était une question de liquidité très importante et potentiellement systémique. On parlait des retraites quand même des millions et des dizaines de millions de Britanniques. La BOE, après avoir circonscrit le problème, a pu reprendre sa course contre l'inflation, les hausses de taux et les ventes d'actifs au bilan. Et je pense que la Fed le fera. C'est-à-dire que le bilan, quand on voit le bilan qui gonfle, on se dit c'est un nouveau QE. Non, il n'y a pas d'achat d'actifs, il n'y a pas tout ça. C'est de la liquidité, donc ça grosse un peu le bilan. Mais il faut se rappeler qu'à la fin du cycle précédent de normalisation post-subprime, le bilan avait baissé de 16% avant que la Fed remette de la liquidité. C'était en 2019 notamment, et hop, elle avait remis un petit peu. 16%. Là, on a baissé de 8% au niveau du bilan de la Fed, depuis le sommet donc, avant qu'il y ait cet épisode. Donc on ne va pas considérer que, vu tout ce qui est injecté, que la Fed s'arrête à 6% et repart directement. Par contre, qu'elle fasse des pauses, puis qu'il redescende, flexibilité. On aura un atterrissage un peu cabossé comme ça, mais on reverra des niveaux de baisse de bilan plus importants que ce qu'on a vu il y a quelques jours. Un processus moins linéaire peut-être en matière de politique monétaire pour tenir compte des risques sur la stabilité financière. Qu'est-ce qu'on peut dire de nos indices actions en Europe? Et prenons le CAC comme référence, qui est prêt de remonter autour de 7000 points à mi-séance en ce lundi 20 mars. Voilà. Déjà, on retrouve dans une zone dans laquelle on est bien plus confortable. Avec vous, pendant plusieurs semaines, on disait, voilà, on attend, parce qu'on n'a pas de corrélation entre des actifs américains. Par exemple, quand le CAC était sur ses sommets, les US, eux, lâchaient 6-7%. On disait, oui, c'est la composition du CAC, c'est les effets de taux réels ou autres. Nous, il y a quand même un truc qui nous chagrinait, c'est de considérer que le CAC ne considérait pas, les investisseurs ne considéraient pas l'effet de taux. On ne sait pas que ça a dérivé sur le truc bancaire, mais on disait, les effets de taux, on a l'impression que l'Europe ne les ressent pas, et pourtant, les États-Unis le ressentent. Et si on parlait des effets de réouverture de l'économie, la Chine était moins optimiste que nous. Donc on disait, il y a quelque chose ça va trop vite. Donc on a cette respiration. Je ne dis pas qu'on savait que ça arrivait par les banques, mais on a la respiration. Donc déjà, le côté grosse respiration, je pense que certains asset managers vont être ravis de ça, parce que certains avaient raté le rallye. Donc un trou d'air de 7, 8, 9%, ça passe pas inaperçu en termes d'opportunités pour les investisseurs de long terme. Ensuite, ça nous ramène sur des niveaux de valorisation qui sont en ligne avec le risque qu'on a actuellement par rapport aux banques. Mais je pense quand même que c'est dans la rythmique du marché. On prend l'indice hors dividende. Le premier jump qu'on avait eu à l'époque, en 2021, on dépassait le sommet
de 2000. Ça va trop vite. Excès, trop de liquidité, les actions montent trop. On corrige fortement l'année dernière. Le gros de la correction, il était là. Il était l'année dernière. Ensuite, le marché reprend, mais reprend trop vite. Donc, il faut corriger cette reprise, le choc bancaire et le bon timing pour corriger ça. Sur le graphe suivant, moi j'ai mis une zone qui me semble être la zone, j'ai mis en violet, pour moi c'est un peu la zone extrême. Soit on a déjà touché le point bas 6007-6008, c'est tout à fait possible, parce que vous voyez que 6007-6008 c'était les zones de résistance de décembre. Donc on casse, on pull back, c'est un phénomène classique de marché, voilà, et on peut repartir. Si ça devait être un peu plus sale que ce que nous avons actuellement, c'est-à-dire si ça devait dériver un peu plus de l'heure bancaire et que ça nécessite des moyens de communication plus forts de la part des banques centrales ou autres, il me semble que le risque un peu max, on l'a dans cette zone. Il y a de la densité. Je sais que le graphique ne fait pas tout. C'est le graphique avec la situation qu'on a en face. Bien sûr. Si on considère que ce qu'on a sur les banques peut dériver sur quelque chose de systémique, c'est le cas, comme en 2008, ce serait le cas si on n'avait pas eu tout ce qu'on a eu côté US et côté Europe. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, la vitesse de réaction a été très très rapide. Sur un week-end, boum, communiqué à la réouverture des marchés, c'était en début de semaine dernière. On met la liquidité, la Fed met la liquidité à disposition des banques. Là, à nouveau, après le rachat de Credit Suisse par UBS, déclaration coordonnée de 5-6 très grosses banques centrales mondiales pour dire on met la liquidité à disposition de tout le monde. Vous avez les plus grosses garanties dont vous avez besoin en tant qu'investisseur. Vous dites voilà. Et on les a vite dans la séquence. Par rapport à 2008, où il y avait un temps de retard à l'allumage, aujourd'hui, la leçon de ce point de vue-là a été retenue. Et tous les grands débats et les grandes conférences sur l'aléa moral, est-ce qu'on a bien fait, etc., viendront plus tard. Mais ce n'est pas le temps aujourd'hui pour les banques centrales de débattre de ça. Non seulement c'est rapide, et c'est fort. Quand vous regardez la liquidité qui a été même prise par les banques la semaine dernière aux États-Unis, 150 milliards, c'est des niveaux qu'on n'avait pas vus. C'est des données hebdo, qu'on n'avait pas vu depuis les subprimes. Alors, c'est pas dire qu'il faut se dire, du coup, c'est plus grave que les subprimes parce que les banques en prennent plus. Non, ça veut dire que tout de suite les instruments sont mis pour calmer l'incendie. On arrose. Le pompier il arrose. S'il y a un départ de feu, on arrose à nouveau. Et donc à un moment donné, vous avez des départs de feu. Si vous arrosez tous, l'incendie ne prend pas. Et moi, je pense qu'on est là. C'est-à-dire qu'on arrose plusieurs départs de feu et que les banques centrales voient qu'il y a des départs de feu. Donc on va faire un peu plus attention sur la normalisation. Donc ces zones-là me paraissent adéquates d'un point de vue du retracement que ça génère. C'est quand même des retracements de plus de 5% en tout cas. C'est ce qu'on voulait voir. Entre 5 et 10, on y est. On peut aller sur du 10 et un peu au-delà. Mais je pense quand même que ces zones entre 6005 et 6008, je pense, c'est la zone d'accumulation pour le prochain rallye. Donc c'est des bonnes zones déjà pour commencer à mettre un pied dans le marché, je pense. Bon. Alors évidemment, cette situation génère aussi des effets de marché sur les actions américaines, avec le retour du Nasdaq. Le Nasdaq, parce que et le retour de tous les actifs à risque. Le Bitcoin. Le crypto space est en folie depuis quelques jours. Là. Alors ce crypto, la petite parenthèse qu'on peut faire, c'est comme pour l'or ou pour l'argent. C'est tous les actifs qui sont des actifs de non-rendement. Évidemment, quand les taux passent de 5% à 3,6, et donc les taux réels aussi, qui se détendent fortement, évidemment que les actifs sensibles au rendement, quand vous avez moins de rendement de côté, les actifs qui n'ont pas de rendement se redressent. Le Bitcoin, il y a un petit effet en plus, je pense, de réseau. On se dit, ça y est, c'est l'heure de gloire du Bitcoin qui va venir être l'actif de refuge contre ces faillites bancaires, ancestrales, etc. C'est pas ça. C'est que c'est un actif qui est beaucoup baissé, donc il se reprend à hauteur de ce qu'il a baissé par rapport à cette détente de taux. C'est que l'effet taux qui compte là-dessus. Et donc les techs... Et qui reste corrélé avec le Nasdaq, par exemple, de ce point de vue-là, le Bitcoin. Hein. C'est moins fort sur le Nasdaq, mais encore une fois, parce que le Nasdaq a moins baissé que le Bitcoin aussi. Donc on peut toujours comparer ça. Alors après... On parlait de la Fed avec les taux. Moi, je pense qu'on est quasiment sur le taux terminal ou pas très loin d'y être. Donc, l'effet taux élevé sur le Nasdaq, il est quasiment consommé. Le risque qui persiste, c'est l'effet résultat. Ce contexte commence à évoluer sur le niveau des résultats des entreprises. Les consommateurs, est-ce qu'il y aura un choc de confiance? Peut-être. Les banques vont moins financer aussi. Ça va durcir les conditions financières que la Fed n'aura pas besoin de durcir. Du coup, la Fed va s'appuyer là-dessus, ce choc bancaire, pour dire, voilà, les conditions financières se durcissent, et c'est pas nous, mais ça va nous faire du bien pour l'inflation quand même. Donc, il me semble que le risque, il est pour les résultats. Donc, pour l'instant, je dirais qu'on est dans une zone assez neutre. C'est-à-dire que l'effet taux est neutralisé, quasiment. L'effet résultat, il reste encore estimé. Mais du coup, de se dire, on va aller taper le point bas et passer au travers, je le vois, déjà on ne le voyait pas auparavant, et je le vois encore moins maintenant après ce choc bancaire. Donc le risque qu'on a, si vous voulez, impossible de prévoir à horizon de jours ce qui va se passer. Par contre, si Powell, mercredi soir, envoie des messages qu'il faut que le Nasdaq commence à taper les 12 009, qui est la zone de résistance qu'on voit à l'écran, là, le Fibo 38.2, je pense que c'est bien de commencer à mettre un petit peu de Nasdaq à ce moment-là, même si on a quand même un risque de latéralisation. Mais je pense que si on revoit ce niveau 12 009, c'est que l'aspect bottom aura été fait. Consommé, Voilà, il y a un peu de risque de consolidation entre les deux Fibos que j'ai encadrés là actuellement à l'écran. Voilà. À ce stade, je ne sais pas si on est déjà à ça. Il faut donc un signal quand même à l'achat qu'on n'a pas encore. Mais pour revendre systématiquement du Nasdaq sous
parce que les taux... Non, il n'y a plus d'arguments comme ça. Donc moi, je suis ni haussier ni baissier à ce stade. Zone assez neutre et plutôt à chercher les risques-reward à la hausse sur un signal qu'essayer de jouer à la baisse, même si on a encore des risques de tomber un peu dans le biseau une fois ou deux. Mais je trouve que la récompense à la baisse va être de plus en plus délicate, alors que si on a des signaux de taux qui plafonnent, d'une Fed pas qui pivote, mais qui aménage un peu le discours, eh bien, les signaux à la hausse seront plus pertinents que les signaux à la baisse. Qu'est-ce qu'on peut dire des devises et notamment de la parité euro-dollar? On est allé chercher le bas du range pour dire les choses, c'est ça Alors nous, on voulait revoir la zone des 1,05 qu'on a revue. Là, volontairement, je dézoome. On peut se dire, ouais, mais en trading, ça c'est pas très pratique parce que c'est trop dézoomé. Pour autant, c'est sur ces graphes long terme qu'on voit les gros enjeux. On voit que la zone qui supporte pour l'instant, c'est des zones support 2015 et qui était retapée en 2017 également, en 2022 également. Donc le 1,05, moi, c'est une zone qui est intéressante en tant que support. C'est-à-dire que si la situation bancaire dégénère, c'est toujours possible, le dollar va redevenir à la valeur refuge, donc l'euro va baisser, etc. Il y aura ce risque. Mais je le vois plutôt comme un risque, comme pour les indices tout à l'heure. C'est plutôt un risque de réplique. Pour moi, la capitulation était à 0,95. Ça a capitulé et ça repart. Donc là, le indice à 1,05, c'est un effet de bord comme ça. Si le bancaire se durcit un petit peu, le dollar risque de se renforcer un peu. Mais pour retomber à 0,95, qui était le paroxysme de crainte monétaire, crainte gaz, balance commerciale européenne, crainte confinement en Chine, exportation, etc., on n'est pas à ce stade-là, si vous voulez. Donc moi, je ne vois pas les bases pour retomber sous la parité vers 0,95. Mais disons que j'attends quand même des signaux un peu d'achat. Voilà. Le 1,07, 1,08, pas tout à fait 1,07, plutôt 1,0770, 1,08. Mais je serais plutôt à attendre, comme sur plein de pertes de devises, la livre par rapport au dollar, dollar australien par rapport au dollar, plutôt un effet de dollar fort consommé. Et j'attends plutôt des signaux de reprise pour jouer le retour à 1,10 et au dollar ensuite. Donc c'est ça la posture d'attente à ce stade. Bon. Semaine clé, comme il y en a beaucoup, mais là, c'est une semaine qui sera dense en informations. Les réactions de marché, la manière dont le marché va intégrer toutes ces nouvelles informations sera clé, évidemment, également pour la suite. Décision de la Fed ce mercredi, et puis jeudi sera une journée marquée par les réunions de la Banque d'Angleterre et de la Banque nationale suisse. Voilà donc pour ce plan de trading de Smart Bourse. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Bardès qui est avec nous en plateau pour entamer cette semaine, chef analyste chez IG. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Revenons sur la situation bancaire en Europe et aux États-Unis. On a deux événements, deux situations bancaires en parallèle avec la crise des banques régionales américaines et les événements du week-end autour de Crédit Suisse en Suisse. Ce fut un week-end studieux pour les banquiers suisses. John Plassard est avec nous par téléphone, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Merci beaucoup d'être avec nous. Je me dis, bon, il y avait deux objectifs autour de Crédit Suisse et du sauvetage de Crédit Suisse ce week-end, John. Il fallait casser le risque systémique porté par une banque de la taille de Crédit Suisse et il fallait également ramener la confiance sur les sources de financement du secteur bancaire suisse et à travers ça du secteur bancaire européen. Au final, on se retrouve avec un ensemble UBS plus Crédit Suisse qui a une taille systémique encore plus importante et toujours plus importante, notamment rapportée à un pays comme la Suisse, et à travers les termes du contrat qui a été fixé, forcé par les autorités de régulation suisse notamment, on a jeté le doute sur toute une classe d'actifs très spécifiques, des obligations hybrides subordonnées, convertibles, qui sont devenues ces dernières années une source importante de financement pour les banques européennes. Est-ce que les objectifs sont atteints, John ? Bonjour Grégoire. Écoutez, effectivement, vous avez dit que c'était un week-end très studieux parce qu'on est passé par tous les états d'âme, notamment au niveau des rumeurs qu'on a eues. Le temps pressait. Pourquoi ? Parce que le gouvernement suisse voulait absolument qu'on trouve une solution avant l'ouverture des marchés asiatiques. Alors vous allez me dire quel rapport entre le Crédit Suisse et les marchés asiatiques ? Tout simplement parce qu'on était rentré dans une phase où la problématique du Crédit Suisse qui, je vous le rappelle, avait un bilan sain, avait un ratio de liquidité nettement au-dessus de plusieurs banques européennes et plusieurs banques françaises, mais évidemment c'était une crise de confiance. Et ces derniers jours,
On a le gouvernement français, Monsieur Le Maire, qui a appelé le gouvernement suisse. On a le gouvernement britannique, le gouvernement américain, qui ont appelé, puisque tout le monde estimait que la potentielle faillite du Crédit Suisse pouvait avoir un risque systémique, vous l'avez dit. Alors, évidemment, d'un côté ou d'un autre, on a beaucoup de gens qui sont lésés. Vous avez parlé, évidemment, des fameux cocos. Qui sont les 17 milliards de cocos qui se transforment d'une certaine manière en zéro, puisque ces 16 milliards de francs suisses d'obligations additional tier 1, comme on les appelle, seront renfloués et ramenés à zéro. Alors évidemment, ici on a des gens qui sont lésés, on a aussi les actionnaires, non pas simplement parce qu'on a le prix de l'action qui a baissé à 76 centimes, mais aussi parce que normalement, vous avez, lorsqu'on annonce une opération, eh bien normalement vous avez une période de consultation des actionnaires, en l'occurrence de l'UBS, qui est de 6 semaines. Et évidemment, ça a été contourné puisque ça a été fait en quelques heures et qu'on a aussi la question de la concurrence, puisque vous parliez d'un très grand acteur et du plus grand acteur en Suisse. Et là encore, il est plus grand. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a été contourné. Alors, la question fondamentale, et on en discutera, les autorités compétentes en discuteront ces prochaines semaines, voire ces prochains mois. La question, c'est avait-on le choix ? Alors après, on peut dire tout ce qu'on veut. Si le gouvernement français appelle le gouvernement suisse, et si des valeurs comme BNP ou la Société Générale perdent plus de 20% sur une semaine sans avoir aucune ramification avec le Crédit Suisse ou les banques régionales américaines, eh bien, ça veut dire qu'il y a le feu en la matière. Donc ici, on est dans une situation où le travail a été fait, avec évidemment des personnes qui sont lésées, mais la question aujourd'hui, ce n'était pas de savoir qui sont les personnes lésées, mais de savoir est-ce qu'on avait le choix entre une potentielle faillite et une tempête sur les marchés boursiers qui aurait été beaucoup plus violente et beaucoup plus coûteuse, je dirais. Même si la question de la seniorité des actionnaires par rapport à certains créanciers, en l'occurrence dans les termes du deal, va faire sans doute encore couler beaucoup d'encre. La Banque Centrale Européenne, avec l'instance de régulation et de supervision et l'autorité de supervision bancaire en Europe, ont publié un communiqué ce matin pour confirmer que de leur point de vue, les détenteurs, porteurs d'obligations hybrides convertibles AT1 étaient confirmés comme étant seniors par rapport aux détenteurs d'actions ordinaires. Je rappelle que cette inversion a été cassée dans le cadre du deal UBS Crédit Suisse et donc l'Europe confirme que de son point de vue, cette hiérarchie, cette seniorité n'a pas changé en cas de résolution d'une banque en zone euro aujourd'hui. Qu'est-ce que ça implique pour les banques centrales et notamment pour la Fed qui va se réunir cette semaine, John, avec une autre situation bancaire qui s'est développée ces derniers jours et depuis 2 semaines maintenant aux États-Unis, partant du choc SVB, la diffusion du risque bancaire au tissu des banques régionales américaines. Oui, c'est énorme. En fait, on fait pas encore assez attention aux chiffres parce que si on prend globalement les petites et moyennes banques, aux États-Unis, elles représentent 50% des prêts commerciaux et industriels, 60% des prêts immobiliers résidentiels, 80% des prêts immobiliers commerciaux et 45% des prêts de la consommation. Donc on voit ici que les banques, qui sont appelées les petites et moyennes banques aux États-Unis, ont un risque qui est beaucoup plus grand ici, si ça devait mal tourner, que l'affaire ou l'histoire du Crédit Suisse. Donc évidemment, ça a un impact au niveau économique, on a dit, ça a un impact au niveau politique et ça a un impact au niveau monétaire. Et si on regarde ce matin les Fed Funds, les futurs qui permettent notamment sur Bloomberg de voir comment s'adapte le consensus par rapport à des estimations de hausse ou de baisse de taux, eh bien on voit que pour mercredi, les estimations sont d'une hausse de 18 points de base, donc on n'est même pas sur les 25 points de base, on est entre 0 et 25 points de base, et qu'après, et c'est ça qui est très très important, c'est qu'on voit qu'avant la fin de l'année,
eh bien, on devrait baisser de 88 points de base. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le consensus, aujourd'hui, mais il faut faire attention, on est en pleine émotion, eh bien, le consensus parie sur minimum 3 baisses de taux avant la fin 2023, ce qui était, il y a, je vous rappelle, Grégoire, à peine 10 jours, totalement inconcevable, et notamment après le discours extrêmement hawkish, ou la poursuite du discours hawkish de Jérôme Powell devant la commission du Sénat et devant la commission de la Chambre des représentants aux États-Unis. Donc on est dans une situation où tout a changé du tout au tout. Alors évidemment ça peut rechanger. Je prends toujours l'exemple, Grégoire, de l'année 2022 où en fait en début d'année les membres de la Fed attendaient 3 hausses de 25 points de base et à la fin de l'année 2022 vous en avez eu 17. Donc on est dans une situation où on pourrait potentiellement voir exactement le contraire cette année. Et ce qui est très compliqué pour les investisseurs, c'est qu'à chaque fois, eh bien, vous devez essayer de mettre en avant un scénario. Et le problème, c'est que le scénario aussi, il y a tellement de fluctuations sur les anticipations monétaires d'institutions qui sont censées être beaucoup plus au fait et plus intelligentes que nous. C'est un peu problématique. Certains estiment que ce serait un bon moment pour la Fed d'abandonner son fameux dot plot, les fameuses projections mises à jour tous les 3 mois qui sont une agrégation en fait des anticipations du niveau des taux directeurs de chaque membre, votant et non votant du FOMC, qui est un outil de communication à double tranchant, John. Oui, bah alors le problème, Grégoire, là-dessus, c'est que vous savez, à chaque fois qu'on demande à un banquier central qu'est-ce qu'il y a dans sa fameuse boîte à outils, vous savez, la fameuse toolbox, on va vous dire oui, il y a les taux d'intérêt, mais il y a aussi ce qu'on appelle la forward guidance, c'est expliquer ce qu'on va faire. Et puis, ces dot plots font un peu partie de ce groupe, je dirais, de la forward guidance. Donc, c'est très compliqué, effectivement. Est-ce qu'il vaut mieux être dans le brouillard et que ça nous tombe dessus, ou est-ce qu'il vaut mieux donner des mauvaises interprétations? Donc, je dirais que ici, pour la Fed, puisqu'on parle de la Fed, aujourd'hui, la question, c'est vraiment de savoir si il faut combattre absolument l'inflation, ce qui est un des 2 mandats de la Fed, ou est-ce qu'il faut sauver le soldat bancaire, puisque ce qu'on disait avant sur les petites et moyennes banques américaines, il y a quand même un stress qui n'a pas été réduit, et surtout lorsque on connaît les implications économiques des prêts aux entreprises ou aux ménages. Est-ce que c'est déjà un choc macro-déflationniste ou qui sera perçu comme tel par la Réserve fédérale américaine, ou est-ce qu'on est encore dans une question de liquidité bancaire spécifique qui peut être adressée avec des outils spécifiques du côté des banques centrales? On aura des éléments de réponse mercredi soir avec la décision de politique monétaire de la Fed et tout le discours qui viendra également sur la question de la stabilité financière. Merci beaucoup, John. Bonne semaine. Merci, Grégoire. John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabeau, qui était avec nous par téléphone pour entamer cette semaine sur les marchés. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve bien sûr à 17h en direct pour la grande édition sur Bismart.